Donc, il est midi, commençons. Je m'appelle Janie Vachon-Robillard, je suis porte-parole du comité pour un choix éclairé dans Nicolas-Yamaska. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui s'inscrit dans une démarche où les citoyens de Nicolas-Yamaska ont demandé d'être informés par des gens qui n'étaient pas impliqués dans les projets éoliens qui nous ont été proposés dans les derniers mois et qui risquent de revenir dans les prochains mois. Donc, on voulait prendre le temps pour pouvoir prendre des décisions éclairées, de s'informer comme il faut de tout ce qui entoure, de tous les enjeux qui entourent la production d'énergie éolienne dans notre milieu rural et agricole. Donc, on a demandé à Monsieur Pierre-Olivier Pinault, qui est spécialiste du domaine énergétique. Hey, j'ai perdu ma petite présentation, pardon! Tellement de fenêtres à gérer pour ce genre de conférence-là. Euh, qui travaille au HEC, qui est professeur au HEC dans la chaire de recherche. Je me souviens, j'y vais de mémoire là parce que je ne retrouve pas encore ma présentation. Je m'excuse pour ça. Chaire de gestion du secteur de l'énergie. Merci. Vous êtes aussi co-auteur d'un document, je pense, que vous publiez à chaque année. Comment s'appelle-t-il déjà? L'état de l'énergie au Québec. Parfait. Fait que je ne sais pas si vous voulez en rajouter davantage parce que malheureusement, j'ai raté ma présentation. Je suis désolée. C'est le petit élément qui m'a manqué. Donc, qui vient nous présenter aujourd'hui une conférence sur comment concilier la consommation et la production au niveau de l'énergie au Québec. Donc, vous allez avoir une période de questions à la fin où vous allez pouvoir réactiver vos micros pour parler ou écrire les questions et moi, je les lirai. Alors, d'ici là, je vous laisse avec Monsieur Pinault pour cette conférence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs, avant de vous laisser commencer, ça s'inscrit dans tout un horaire. Hein. On a plusieurs autres conférenciers qui vont venir nous parler samedi le 28 octobre à partir de 9 heures. L'ouverture est à 8 heures. C'est au centre Richard-Lebeau à Saint-Léonard-d'Astin. C'est gratuit, donc je vous encourage tous à venir participer à cette journée-là où il va aussi être question de sobriété, de potentiel de l'énergie éolienne, de possibilité de prendre en charge collectivement l'énergie du vent d'une autre façon avec Louis-Gilles Francoeur et de la séquestration de carbone aussi en après-midi. Donc, c'est ça, toutes ces conférences-là sont dans le cadre de ce colloque qu'on a appelé Une terre nourricière à protéger vers une transition énergétique éclairée. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à Monsieur Pinault pour la conférence. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, je vais faire une présentation donc, qui est générale au Québec, qui ne concerne pas directement, spécifiquement, ça concerne directement, mais pas spécifiquement votre région dans Nicolas-Yamaska. Mais c'est une présentation que je pourrais faire dans n'importe quelle région. Euh, et et c'est largement basé sur l'état de l'énergie au Québec. Donc, une publication, comme on a mentionné, qu'on publie chaque année. La prochaine édition sera en février prochain. Je vais faire trois grandes parties. La première partie, je vais parler du contexte actuel de la transition énergétique ou de ce qu'on voudrait commencer à faire en termes de transition énergétique, parce quant à moi, nous ne sommes pas encore en transition énergétique. On en parle beaucoup, mais on agit peu. Et donc, je vais parler des gaz à effet de serre, des changements climatiques. Je vais faire un bilan énergétique du Québec. Le Québec est très vert, énormément d'énergie renouvelable, mais bon, à côté de ça, il y a aussi des énergies fossiles qui sont en grande quantité. Et je vais terminer avec trois grandes actions à prendre, à mon avis, pour réaliser de façon plus harmonieuse et sereine cet équilibre entre production et consommation. Donc, c'est une liste assez courte, mais évidemment, ce n'est pas facile à faire. Et on reviendra là-dessus, puis on pourra évidemment en discuter un petit peu. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait discuter, beaucoup de détails. Je vais quand même essayer d'aller à l'essentiel. Il y a peut-être certaines diapositives sur lesquelles je vais aller un peu plus rapidement. J'en ai pas tant que ça, mais j'en ai quand même une vingtaine et on pourrait s'arrêter et converser sur chacune d'entre elles plus. Mais si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas.
Donc, le contexte de la transition, on émet des gaz à effet de serre au Québec depuis une vingtaine d'années. Ça n'a pas beaucoup, une trentaine d'années, puisqu'on les comptabilise vraiment de façon assez systématique depuis 1990. Ça a diminué, mais pas tant que ça. La COVID, en fait, a beaucoup aidé à ce qu'on ait une diminution un peu plus substantielle, mais même en 2021, vous voyez, les dernières données qu'on a illustrent une augmentation après le creux de 2020 à cause de la COVID. Et même en 2022, les premières indications, il y a des données préliminaires qui sont disponibles pour 2022 et qui montrent que ça continuait de réaugmenter. Donc, on revient un peu à la normale. Et la normale, malheureusement, ce n'est pas une trajectoire de descente pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est une trajectoire assez stable avec un léger déclin, mais très faible. Ça, c'est les émissions en territoire québécois. La cible pour 2020, c'était émettre 67 millions de tonnes. On a, en 2020, le Québec a émis environ 75 millions de tonnes, donc on était largement au-dessus de la cible. Donc on peut dire qu'on a raté la cible. Le gouvernement va vous dire qu'avec une comptabilité différente, il prétend qu'on a dépassé la cible de 2020, mais en tout cas, on ne va pas rentrer dans les enjeux de cette comptabilité. En sol québécois, on a raté la cible et l'objectif, c'est vraiment de réduire les émissions en sol québécois, puisque tout le monde doit réduire ses émissions. Et là, vous voyez, pour 2030, 2050, on a une trajectoire qui nous amènerait, si on arrive à le faire, à réduire nos émissions de manière très importante. Et ça va être ça le gros défi. Les gaz à effet de serre, c'est essentiellement le CO2, mais aussi le méthane, le CH4, et le protoxyde d'azote, le N2O. Et il y en a d'autres, évidemment, mais ce sont les trois principaux gaz à effet de serre. Un petit rappel, les gaz à effet de serre causent l'effet de serre. L'effet de serre, c'est très bon pour la vie sur Terre. On doit être heureux d'avoir un effet de serre, sinon il ferait environ moins 18 degrés en moyenne sur Terre. Grâce à l'effet de serre, on garde la chaleur du soleil sur Terre, ça permet la vie. Le problème, c'est que depuis environ 200 ans, les humains ont brûlé énormément de charbon, de pétrole, de gaz naturel. Ça a augmenté les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, il y en a trop de gaz à effet de serre et ça accentue l'effet de serre et ça retient trop de chaleur sur Terre. Donc, ce qui est une bonne chose, les gaz à effet de serre, et ce qui est une bonne chose, l'effet de serre, eh bien, tourne contre nous parce que ça vient emmagasiner trop de chaleur dans notre planète et ça cause une panoplie de changements climatiques dont nous subissons déjà plein d'aléas et qui s'annoncent malheureusement pas tellement plus agréables dans les années à venir. Donc, c'est pour ça que les gouvernements, et il y a quelque chose de positif, se sont entendus d'une manière générale dans les objectifs de réduction. Le gouvernement québécois a des objectifs qui sont alignés largement avec la science, au moins pour 2050. Après, on pourrait débattre sur le rythme de réduction, mais on ne va pas débattre ici. Mais l'idée, c'est de réduire nos émissions à zéro le plus rapidement possible. D'où viennent nos émissions de gaz à effet de serre? Différents secteurs. Là, vous voyez les différents secteurs d'émissions au Québec. C'est essentiellement le transport et en transport, ça va mal parce que vous voyez, c'est 43% de nos émissions en transport, mais ça a augmenté de 21% entre 1990 et 2021. Donc, c'est le secteur du transport où non seulement on a le plus d'émissions, mais elles sont en croissance ces 30 dernières années. Et ça, évidemment, ce n'est pas le genre de tendance qui est acceptable. D'autres secteurs où ça augmente, l'agriculture, les émissions agricoles ont augmenté de 20%. Elles représentent 10% des émissions québécoises. Là aussi, c'est les choix alimentaires des Québécois ne sont pas compatibles avec une carboneutralité, une réduction des émissions. On aime avoir du bacon dans nos sandwichs, on aime avoir du steak dans nos assiettes, on aime avoir des produits laitiers. C'est des habitudes que nous devrons changer à terme si nous voulons arriver à zéro, parce que c'est l'objectif. Les déchets, on les gère mal, nos déchets au Québec, donc vous voyez encore une fois une augmentation depuis 30 ans. Et dans d'autres secteurs, c'est encore important, mais il y a quand même des réductions. Le secteur industriel a réussi des réductions. Les bâtiments commerciaux et résidentiels, des réductions aussi. Dans les bâtiments résidentiels particulièrement, parce que depuis 30 ans, on a électrifié le chauffage de beaucoup. Donc, on a beaucoup d'huile à chauffage qui est sortie du secteur résidentiel. Et on a électrifié avec notre électricité renouvelable québécoise et on va revenir là-dessus bientôt. Quelques mots sur le transport parce que c'est le plus gros secteur et c'est le secteur qui est le plus en croissance.
qui roule essentiellement aux produits pétroliers. Donc, les produits pétroliers au Québec, c'est plus de 15 milliards de litres en 2021. Et c'est en croissance depuis 1995. Là, l'année initiale ici, Statistique Canada n'est pas forcément toujours cohérent avec dans ces périodes temporelles. Donc, ça commence en 1995 ici, mais on en consomme plus. Ça augmente. Les ventes de pétrole, comme vous voyez, de produits pétroliers ont beaucoup augmenté en transport, plus 17%. C'est là qu'on utilise le pétrole le plus au Québec pour nos VUS, pour nos voitures, pour les camions. Il y en a encore un petit peu dans l'industrie qui est utilisée du pétrole. Et vous voyez dans d'autres secteurs, les commerces, les secteurs résidentiels, mais dans le secteur résidentiel en jaune, ça a beaucoup diminué. Comme je disais, on a enlevé l'huile à chauffage dans beaucoup de nos maisons, essentiellement pour mettre de l'électricité. En agriculture, cependant, vous voyez, il y a une augmentation de la consommation de produits pétroliers, 97%. Et ça, c'est indépendant, cette augmentation-là, de ce que je disais ici, des émissions de GES agricoles. Ça, c'est les émissions de GES agricoles, c'est les émissions non énergétiques, donc qui sont des émissions essentiellement de méthane et de protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, là, le N2O, ça vient des engrais, et le CH4, ça vient essentiellement des ruminants, les pets de vaches et puis l'éruption des vaches qui émettent du méthane. Donc, ça vous donne un petit peu l'ampleur de la consommation. Le Québec ne réduit pas sa consommation de produits pétroliers. C'est assez stagnant. Évidemment, avec la COVID, on est plus resté chez nous, donc il y a eu une chute, mais ça réaugmente. On aime nos voitures. Le parc automobile au Québec augmente. Les gens aiment les VUS. Ils aiment avoir des gros véhicules. Et même s'il y a des améliorations dans la consommation moyenne des véhicules, comme on passe d'une voiture intermédiaire à un VUS, eh bien, en quelque sorte, on annule le gain de consommation que le véhicule en lui-même permet de réaliser avec les progrès techniques. Donc, c'est une sorte d'effet rebond. Les gens vont vers des plus gros véhicules en se disant, mais ils ne consomment pas plus que mon précédent véhicule. Ils n'ont pas tort. Sauf que le problème, c'est qu'on doit réduire et en augmentant la taille de notre véhicule, eh bien, on ne réalise pas la réduction. Donc, ça nous amène à notre bilan énergétique québécois. À l'échelle mondiale, c'est un bilan qui est assez extraordinaire et que, en fait, beaucoup de pays nous envieraient. Pourquoi est-ce qu'ils nous envieraient notre bilan énergétique? Donc, c'est un graphique un peu compliqué, mais je vais porter votre attention sur le fait qu'en haut à gauche, vous voyez l'hydroélectricité, les éoliennes, la biomasse, des sources renouvelables et locales qui composent 53% de notre bouquet énergétique québécois. Et il y a très peu d'endroits sur Terre où vous avez autant d'énergie locale et renouvelable qui est générée. À l'échelle mondiale, les hydrocarbures, le pétrole, le charbon, le gaz naturel répondent à 85% des besoins énergétiques mondiaux. Donc là, comme on le voit au Québec, l'énergie renouvelable représente une bien plus grande part que le petit 15% qu'on a à l'échelle mondiale. Donc, c'est sûr que c'est une source de fierté. On est souvent très fiers d'Hydro-Québec parce qu'on a de l'hydroélectricité à prix très abordable, même si personne n'aime payer, on aimerait toujours que ça coûte moins cher. Ça reste, selon les comparaisons internationales, très accessible l'électricité au Québec. Mais évidemment, quand on regarde le reste du bilan, le pétrole, et là c'est en 2020 ces données-là, donc le pétrole en termes énergétiques, là qu'on voyait PJ, c'est pour des pétajoules, c'est une mesure de l'énergie qui permet de comparer les différentes sources d'énergie. Et donc là, vous voyez que le pétrole est à peu près équivalent à l'hydroélectricité en termes de quantité d'énergie qui rentre dans le système. On raffine des produits pétroliers au Québec. On a 2 raffineries, une à Lévis, une à Montréal. Ça nous permet d'être, si on veut le présenter ainsi, indépendant, presque indépendant en raffinage du pétrole. Donc, c'est des produits pétroliers raffinés locaux qu'on a, mais évidemment, c'est du pétrole importé. Et le pétrole qu'on utilise au Québec, mais comme vous le voyez sur ce graphique-là, il vient essentiellement des États-Unis et du Canada. Depuis une dizaine d'années, la production plus nord-américaine arrive au Québec. Auparavant, elle venait d'Algérie, du Kazakhstan, du Royaume-Uni, de Norvège, du Mexique, etc., de plein de pays. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien que ça vienne du Canada et des États-Unis? On ne le sait pas. Enfin, c'est sujet à débat. Il y a des gens qui pensent que c'est mieux d'avoir une production locale, d'autres que c'est mieux de ne pas avoir de production canadienne ou américaine. C'est un débat qui existe, mais une chose certaine, c'est qu'on ne produit absolument aucune goutte de pétrole au Québec. On en consomme, ceci dit, beaucoup. Et donc, tous les
impacts environnementaux et sociaux de la production de pétrole sont exportés. On bénéficie des avantages que nous procure ce produit-là, mais on a exporté les enjeux environnementaux et sociaux de la production de pétrole. Et donc, si on se soucie, là, dans votre contexte à Nicolas Yamaska, vous vous souciez des enjeux de la production d'énergie sur votre territoire, mais il faut savoir qu'au Québec, on a outsourcé, en utilisant un terme bien commercial, euh, tous les enjeux de production et de gestion du pétrole. Ça a été externalisé dans d'autres régions. Pour notre usage, encore une fois, beaucoup en transport, un peu en industrie, encore un peu dans les bâtiments. Et donc là, on voit les usages de l'énergie au Québec dans ces différents secteurs-là. Donc, ça, c'est le portrait. Vous voyez que le pétrole est très présent. Le gaz naturel est aussi quand même assez présent, mais essentiellement pour les industries et une partie pour les bâtiments. Pour les bâtiments, c'est surtout pour les bâtiments commerciaux, mais un petit peu pour des bâtiments résidentiels aussi. Les sources de pétrole, comme je disais, sont ailleurs au Québec, mais depuis quelques années, Canada, États-Unis. Et en ce qui concerne notre production d'électricité, ce qui en général rend les Québécois très fiers, et à juste titre parce que c'est presque entièrement renouvelable, il n'y a qu'une toute petite partie que vous voyez qui est réalisée au diesel. Et ça, c'est pour les communautés éloignées qui ne sont pas connectées au réseau québécois. Donc, tous les points rouges que vous voyez dans le nord du Québec, aux îles de la Madeleine, sur la côte nord, et aussi dans quelques endroits malheureusement non desservis par le réseau d'Hydro-Québec, même si ces communautés-là sont très proches des lignes de transport. Eh bien, dans les points rouges, ils utilisent du diesel parce qu'ils ne sont pas connectés au réseau d'Hydro-Québec. Ailleurs, c'est l'hydroélectricité, et depuis une dizaine d'années, ou même une quinzaine d'années, on a de l'énergie éolienne qui aujourd'hui représente environ 5% de la production totale québécoise. On a une production de 212 TWh. C'est énorme. Si on compare par exemple à la France va produire moins que 600 TWh, donc moins que 3 fois plus que nous, alors que la France est environ 10 fois plus peuplée que le Québec. Donc, vous pourrez vous imaginer, puis ma prochaine diapositive va nous parler de la consommation des Québécois, la consommation d'électricité des Québécois. Nous sommes des très, très gros consommateurs d'électricité, ce qui est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle, et on reviendra là-dessus. On pense souvent qu'on exporte de l'électricité au Québec, et c'est vrai qu'on en exporte beaucoup. Là, vous le voyez, on en exporte en Nouvelle-Angleterre, à New York, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Vous voyez les quantités en térawattheures qu'on exporte. Mais en fait, ce n'est pas vraiment de l'électricité qu'on exporte qui vient de chez nous. Elle vient du Labrador, essentiellement l'électricité qu'on exporte, ou en tout cas au net, quand on regarde les importations québécoises qui se chiffrent à 33 TWh et les exportations qui sont à 39 TWh pour 2021. En gros, on a importé de l'électricité du Labrador qu'on a réexporté aux États-Unis en réalisant un fort joli profit au profit d'Hydro-Québec, et on peut penser au profit des Québécois. Donc ça, c'est notre production d'électricité renouvelable. Encore une fois, dans la plupart des pays, leur premier objectif, c'est de décarboner la production d'électricité. Chez nous, c'est déjà décarboné. Quand on voit aux États-Unis, ils brûlent du gaz de schiste. Environ 50% de l'électricité de l'État de New York et de la Nouvelle-Angleterre vient du gaz de schiste. Donc, ils brûlent du gaz de schiste pour faire de l'électricité. Nous, on n'a pas ces enjeux-là. Donc, on est dans un certain sens très chanceux de ne pas l'avoir. On a été tellement chanceux d'avoir beaucoup d'électricité que nous sommes devenus des très gros consommateurs d'électricité. Là, vous voyez notre consommation par Québécois en 2021. On a consommé au Québec un peu plus que 23 000 kWh d'électricité par personne. Évidemment, ça, c'est pas seulement la consommation résidentielle, c'est en mettant l'industrie dedans et en mettant les commerces et les institutions, donc les écoles, les hôpitaux, les centres d'achat, les tours à bureaux, les universités. Vous avez cette consommation, là, vous avez la consommation répartie entre les différents secteurs. L'agriculture, c'est un tout petit secteur de consommation de l'électricité. Mais ce qu'il faut savoir, donc, le Québec, 23 000 kWh par année. À l'échelle mondiale, c'est 3 000 kWh par année. Des pays comme la France ou l'Allemagne, c'est environ 7 000 kWh par personne par année. Donc, on est des très, très gros consommateurs d'électricité. Oui, en grande partie parce qu'il y a des alumineries, des papeteries qui sont venues s'installer au Québec pour bénéficier de notre électricité pas très chère, mais aussi parce que, vous voyez, dans le secteur résidentiel, on est à 8 000 kWh.
on utilise beaucoup d'électricité dans le résidentiel. Donc, juste le secteur résidentiel, c'est plus que ce que les Français utilisent dans tous les secteurs de consommation. Le climat du Québec et nos hivers rigoureux et froids font en sorte que oui, il faut se chauffer davantage, mais on reviendra là-dessus. On n'a pas des maisons très bien isolées non plus au Québec et il va falloir travailler là-dessus. Ça va être une de mes pistes d'action pour économiser de l'énergie. Une des raisons qui font en sorte qu'on consomme autant d'énergie par personne, c'est l'abondance, mais aussi le prix de l'électricité qui est faible. Et là, vous voyez une comparaison entre le prix pour 1000 kWh consommés par mois au Québec. Eh bien, c'était en 2021 ou en 2022, pardon, 76 $ pour 1000 kWh. Si vous habitiez New York pour la même quantité d'électricité, vous payeriez 360 $. Même chose à Boston. Et dans toutes les villes d'Amérique du Nord, la facture résidentielle, elle est plus élevée, l'électricité est plus chère parce qu'on a de la chance au Québec. Notre hydroélectricité jusqu'à maintenant, enfin, ce qu'on a construit, nous coûte très peu cher et ça permet d'avoir des bas prix. Les prix étant bas et nous ayant une abondance, eh bien, ça nous fait de nous les gros consommateurs que j'ai décrits. Et c'est un enjeu, le prix. On est tous contents de payer pas trop cher, même si beaucoup d'entre nous trouvons qu'on paye trop cher l'électricité. On paye quand même pas si cher que ça. Et le prix ne nous amène pas forcément à faire les efforts d'efficacité énergétique qu'on devrait faire. Juste une petite aparté, l'Allemagne qui est très engagée dans la transition énergétique, le gouvernement allemand en 2010 a sorti un document qui s'appelle The Energy Concept et qui reconnaissait explicitement que des prix de l'énergie qui augmentent donnent aux consommateurs un incitatif important pour économiser l'énergie ou l'utiliser plus efficacement. Et donc là, aujourd'hui, on est très, très loin du jour où le gouvernement va reconnaître que le prix de l'énergie est un incitatif pour économiser l'énergie. Donc, c'est malheureusement le cas. Quand ça ne coûte pas très cher, on en utilise plus. Évidemment, pas tout le monde. Il y a des gens qui sont sobres par nature et c'est ce qu'il faudrait viser. Mais c'est très difficile pour les autres personnes qui ne sont pas sobres par nature de chercher à économiser l'électricité quand ils payent un faible prix. Et donc, ce faible prix jumelé à des hivers très rigoureux font en sorte que notre profil de demande collective, ça c'est le profil de demande collective pour 2 journées de 2021. Donc là, vous voyez les 24 heures de la journée. Et là, vous voyez la demande avec la plus faible demande d'électricité en 2021, c'est toujours en juin. Et là, l'heure à laquelle on a consommé le moins d'électricité en juin, c'était à 5 heures du matin le 21 juin 2021. On a fait un appel de puissance et donc une consommation moyenne durant cette heure-là très faible. Et donc, évidemment, pendant la journée, ça augmente un petit peu, mais comparé à l'hiver et quand il fait froid, la demande la plus forte, elle s'est située le 1er février à 8 heures en 2021. Il a dû faire très froid ce matin-là. Et évidemment, c'est le matin, on prend une douche, on se sèche les cheveux, on fait griller notre pain et ça fait des appels de puissance très élevés. Et là, vous voyez la demande d'électricité qui a à son sommet au moment du petit déjeuner, le matin, quand tout le monde se prépare pour aller à l'école, aller travailler. Et donc là, la demande la plus élevée. Et l'essentiel de la différence entre le jour le plus bas et le jour le plus haut, c'est le chauffage, parce que nous sommes essentiellement chauffés à l'électricité. Et donc, ce chauffage-là demande une énorme puissance électrique pour pouvoir chauffer nos maisons. Quand on regarde nos maisons en tant que telles, où est-ce qu'on consomme de l'énergie dans nos maisons? Mais c'est le chauffage des locaux. 63% de la consommation d'énergie dans les résidences québécoises, c'est pour chauffer nos maisons. Il y a l'eau. Chauffer l'eau, c'est 15% de notre consommation. Les appareils ménagers comme le frigo, la laveuse, la sécheuse, le four, c'est 17% de la consommation. L'éclairage, c'est très petit, ça se voit beaucoup. On dit toujours de fermer les lumières et je vous conseille évidemment de fermer vos lumières si vous n'êtes pas dans la pièce, dans une pièce, vous allez économiser de l'électricité, mais c'est très faible c'est très faible la consommation d'électricité pour l'éclairage. La climatisation, c'est en très forte croissance, mais ça reste encore au Québec aussi très faible la consommation d'électricité pour la climatisation. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'on utilise pour le chauffage dans les maisons? C'est essentiellement de l'électricité. 70% de l'énergie consommée dans les maisons, c'est de l'électricité. Le gaz naturel représente 8%
de la consommation d'énergie des résidences québécoises. Je vous en ai parlé un petit peu, on utilise encore du gaz naturel et encore un peu de mazout pour le chauffage, 4%. Le gouvernement parle beaucoup d'électrifier le chauffage pour justement sortir le gaz naturel, sortir le mazout. L'enjeu, si on électrifie le chauffage avec les maisons actuelles en sortant le gaz naturel, il y a des gens qui sont très, très pressés de voir le gaz naturel être sorti de des maisons. Eh bien, que si on électrifie le chauffage en enlevant le gaz naturel, eh bien, là, vous le voyez, ça fait une demande supplémentaire de 7 TWh d'électricité. Donc, 10% de la consommation d'électricité actuellement dans les maisons. Si on électrifie le gaz naturel, ça prend 7 TWh en plus. 7 TWh, c'est beaucoup parce que le parc éolien aujourd'hui au Québec, il produit environ 10 TWh. Donc, imaginez quand on dit on veut électrifier le chauffage et donc pour enlever le gaz naturel, il faudrait presque doubler le parc éolien pour produire de l'énergie qui permettrait de fournir l'électricité nécessaire à la sortie du gaz naturel et du mazout. Donc ça fait partie des enjeux, c'est que si on veut électrifier, il faut de l'électricité et si on veut de l'électricité, il faut la produire et c'est pour ça qu'on est pris dans une spirale de construction, sauf évidemment, sauf si on prend les actions que je vais vous proposer de faire. Donc, différentes actions et après, on pourra passer à une discussion. Première action, quant à moi, il y a 3 grandes pistes d'action. Prix et tarification, il faut agir sur les prix. Deuxième, efficacité énergétique, c'est essentiel d'agir sur l'efficacité énergétique parce que ça pourrait énormément ralentir nos besoins d'avoir davantage d'infrastructures de production d'électricité et de transport d'électricité et de distribution d'électricité. Donc, c'est très important. Et les innovations aussi, il faut aller voir là-dedans. Donc, prix et tarification, c'est un sujet toujours délicat, mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement veut attirer des compagnies au Québec, des nouvelles industries. On a parlé beaucoup de Northvolt pour venir construire des batteries au Québec, mais plus récemment, il y a Monde Graphite à Bécancour, Nouveau Monde Graphite à Bécancour, qui a obtenu un bloc d'énergie pour produire du graphite qui rentre dans les batteries à un tarif réduit, plus bas que le tarif L. Et donc, le tarif L, c'est déjà un tarif qui est assez bas à l'échelle internationale. Mais là, on va lui faire payer, on va faire payer cette compagnie-là moins cher que le tarif normal. Et d'un autre côté, on s'aperçoit que les éoliennes, les nouveaux projets éoliens sur lesquels beaucoup de pays misent beaucoup, on mise beaucoup sur l'éolien, eh bien, coûtent de plus en plus cher. Par exemple, là, ça c'est aux États-Unis, mais ce qui se passe aux États-Unis va se passer chez nous aussi. Ça, c'était le 18 octobre dans Bloomberg News qui disait que le prix de la construction des projets éoliens augmente rapidement et que finalement les ambitions de Joe Biden en ce qui concerne l'éolien sont un peu ébranlées, ces ambitions-là. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le prix de l'éolien augmente et à côté de ça, on vend à rabais à des industries. Donc là, il va y avoir un manque parce que le tarif L, le prix auquel on vend l'électricité aux industries, il est déjà plus bas que le prix des éoliennes. Le prix revient le prix du kilowattheure éolien. Et donc là, si on le vend à rabais, l'électricité aux industries, et qu'on a des coûts qui augmentent, il va y avoir un écart. Cet écart-là, qui va le payer? Mais tout laisse croire que ça va être les autres consommateurs d'électricité. Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose de très équilibré, de très juste. Donc, il va falloir réconcilier, c'est ça mon titre ici, réconcilier le prix, le coût et la valeur. Il va falloir qu'un jour, les industries payent le vrai prix de ce que ça coûte pour alimenter leurs usines. Donc, c'est vrai, à mon avis, pour les industries. Et là, on va avoir un problème parce que si le Québec fait venir plein de nouvelles industries et leur vend l'électricité à rabais, mais l'électricité, on n'en a pas davantage. C'est pour ça que le gouvernement dit qu'il faut construire plus, mais on construit à des coûts plus élevés que ce qu'on vend. Ce n'est pas un bon plan d'affaires. Parfois, on dit que M. Legault est un homme d'affaires qui a fait fortune, mais je ne comprends pas, moi, son plan pour enrichir le Québec en vendant moins cher ce qu'il produit à plus cher.
Ce n'est pas un plan pour devenir riche, ce n'est pas une bonne stratégie d'affaires. Ça, c'est un enjeu. L'autre enjeu, c'est au niveau résidentiel. Et je ne veux pas vous embêter trop longtemps là-dessus, mais il y a de l'interfinancement entre les industries et les consommateurs commerciaux et le tarif résidentiel. Donc, nous, en tant que consommateurs résidentiels, on paye moins cher que ce que ça coûte à Hydro-Québec de nous servir l'électricité. Donc, en fin de compte, on est subventionné. Notre électricité au Québec, dans le secteur résidentiel, elle est subventionnée par des tarifs plus élevés pour les tarifs industriels et commerciaux. Donc, dans le secteur résidentiel, vous voyez cette colonne ici. Nous, notre coût moyen qu'on paye, c'est 8,27 cents. Mais sans l'interfinancement, il faudrait qu'on paye 9,59 cents le kilowattheure. Parce qu'il y a de l'interfinancement, on a une subvention croisée, comme les économistes les appellent, pour subventionner les consommateurs résidentiels. Quand on s'agit de ménages à faible revenu et de ménages en état de précarité, c'est évident que c'est très important d'aider ces ménages-là et qu'il faut faire des accommodements pour s'assurer que les gens les plus pauvres de la société québécoise ne bénéficient pas, puissent bénéficier d'une énergie abordable. Mais il se trouve qu'au Québec, il y a aussi des gens qui sont des gens aisés, des gens riches. J'ai la chance de faire partie de ces gens-là, mais la justification pour les gens aisés de payer moins cher que le coût de revient, elle n'existe pas. C'est en fait, quant à moi, un scandale que des gens aisés qui ont des grandes maisons, qui ont plusieurs télévisions, souvent 2 frigos, sèchent leur linge dans leur sécheuse. Tous ces gens-là bénéficient d'une subvention croisée. Il n'y a pas de justification sociale pour subventionner l'ensemble des consommateurs québécois résidentiels. Il faudrait pouvoir trouver des moyens d'aider ceux qui en ont besoin, de bien les aider, mais de ne pas faire payer moins cher les gens qui n'en ont pas besoin. Donc, cet interfinancement, c'est un enjeu. Il y a d'autres enjeux tarifaires dont je ne vous parlerai pas ici, à moins que vous vouliez en parler, mais c'est sur la tarification de la puissance. Comme vous le voyez, la tarification de la puissance, elle est de 0 pour le secteur, dans le secteur résidentiel, mais dans le commerce et en industrie, on paye la puissance. C'est un enjeu tarifaire à régler. Ces enjeux tarifaires, ils sont très importants pour, à mon avis, rétablir une justice sociale et faire payer les grands consommateurs, les riches consommateurs, le vrai prix d'électricité, et pour faire payer aux industries aussi le vrai prix d'électricité. Mais ils sont aussi très importants, ces enjeux tarifaires, pour nous inciter à réduire notre consommation d'électricité dans le chauffage des locaux. Et ça, je vous ai déjà dit, le chauffage des locaux, c'est le principal secteur où on consomme de l'électricité au Québec. L'Agence internationale de l'énergie a fait récemment une mise à jour de son plan de match pour atteindre la carboneutralité en 2050. Et dans le secteur des bâtiments et pour le chauffage des locaux, comme vous le voyez, l'Agence internationale de l'énergie propose de réduire la consommation d'énergie de 70% pour le chauffage des locaux. Donc là, vous voyez la consommation d'énergie en carburant fossile, en chaleur, dans des réseaux de chaleur ou en électricité ou en biomasse, c'est-à-dire nos cordes de bois au Québec qui chauffent des maisons. Eh bien, toute cette consommation d'énergie diminue ici. Et elle diminue pas parce qu'on a électrifié, elle diminue parce qu'on a fait de l'efficacité énergétique et qu'on a changé nos comportements un petit peu. Chose qu'il faudra faire évidemment. Mais c'est surtout l'efficacité énergétique qui est l'essentiel de la consommation, de la réduction de consommation d'énergie qu'on pourrait réaliser. Et ça, l'efficacité énergétique, c'est essentiellement l'enveloppe thermique des bâtiments. Il faut avoir des bâtiments beaucoup mieux conçus qui ne perdent pas de chaleur. Et ça, c'est ce sur quoi il faudrait travailler. On pourrait gagner énormément d'énergie là-dessus. Donc, vous voyez, les 70, je vais revenir en arrière, simplement pour dire, dans le chauffage ici des locaux, les 71 TWh, il y en a les 2 tiers qui viennent qui vont pour le chauffage. Les 2 tiers, ça fait environ 40 TWh. 40 TWh pour le chauffage. Si on réduisait de 70% notre consommation d'énergie pour le chauffage, mais on pourrait de ces 40 TWh, on pourrait ne garder que 12 TWh pour le chauffage. Donc, ça libérerait presque 30 TWh dans le parc immobilier québécois. 30 TWh, c'est énorme, c'est 3 fois la production éolienne actuelle. On peut aller chercher ça
dans nos bâtiments pour le chauffage avec l'efficacité énergétique. C'est le plan de l'Agence internationale de l'énergie, qui n'est pas vraiment une agence socialiste ou communiste ou anticapitaliste. C'est une agence en fait qui fait partie de l'OCDE, qui est très bien établie, qui a été en fait créée essentiellement par les pays riches pour essayer de mieux gérer l'énergie. Donc, c'est une agence. Est-ce que ça a coupé pour tout le monde? Oui, on vous entend plus, Monsieur Pinault. OK, petit problème de connexion. On espère que ça va reprendre bientôt. Bon, excusez ce problème technique. Oui, on a perdu Monsieur Pinault au complet. Il va essayer sûrement de se reconnecter dès que la connexion Internet reprend. On le voit, M. Pinault, mais on dirait que son micro est fermé. Voilà, voilà. Bonjour. Alors, je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma connexion a flanché. Mais j'ai pu me rebrancher. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, je reprends simplement pour redire qu'on a un potentiel incroyable dans la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments pour le chauffage. Là, vous le voyez, dans les bâtiments québécois, les vieux bâtiments consomment beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, et les bâtiments plus récemment construits consomment beaucoup moins d'énergie. Par exemple, les bâtiments construits entre 2016 et 2020 consomment moins que la moitié de l'énergie des bâtiments construits avant 1946. Donc, c'est parce qu'on sait mieux bâtir. Et non seulement on sait mieux bâtir aujourd'hui, mais on pourrait imaginer des bâtiments passifs qui est une technologie qui existe et consommer encore moins d'énergie dans ces bâtiments-là. Donc, le potentiel, vous le voyez, il est très connu, il est phénoménal. Il faut simplement déployer nos forces de rénovation de bâtiments pour faire ces rénovations-là et faire une grande corvée d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais si on ne commence pas à le faire dès aujourd'hui, à le planifier dès aujourd'hui, ça va évidemment être retardé d'autant plus. Et dernier point, dernière piste d'action, en fait, qui est l'innovation. Puis là, il y a plein d'innovations dans plein de domaines. Il y a plein de technologies qui peuvent paraître extraordinaires et qui sont jusqu'à certains points extraordinaires, mais qui ont toutes des enjeux intrinsèques. Et alors, je nous dis, les nouvelles technologies, il faut les prendre en considération, essayer de les utiliser à bon escient. Mais ce qui va surtout fonctionner, c'est de retourner bien davantage aux vieilles technologies. Les vieilles technologies, c'est d'habiter dans des secteurs où la densité d'habitation est bien plus grande. Donc, des chalets isolés ou des maisons isolées, il va falloir éviter ça à l'avenir pour pouvoir favoriser des transports actifs, marche, vélo, métro ou autobus, et favoriser aussi le train, le bateau, des logements plus petits, des bâtiments passifs, comme j'ai dit, et aussi manger davantage de protéines végétales plutôt que des protéines animales qui ont un impact environnemental bien moindre. En conclusion, pour laisser de la place à la discussion, en conclusion, il faut agir pour changer les changements climatiques. C'est un impératif moral, existentiel et je dirais même économique pour tout le monde. Nous avons au Québec une position extraordinaire parce que notre électricité, elle est déjà 100% renouvelable et on a du stockage abondant dans nos réservoirs. Je n'ai pas parlé, mais les réservoirs dont on dispose au Québec pour stocker l'eau sont extraordinaires justement pour équilibrer la production éolienne ou solaire qui, elle, est intermittente.
Et on est dans une position extraordinaire parce que nous avons une consommation inefficace. Alors, c'est un peu paradoxal parce que ce n'est pas extraordinaire d'être inefficace, mais là où ça nous met dans une position extraordinaire, c'est qu'on est tellement inefficace qu'on a un énorme potentiel de réduction. Et donc, comme on a été mauvais dans le passé, c'est facile de s'améliorer. Si vous êtes déjà très bon, c'est plus difficile de vous améliorer. Nous, on est très mauvais en consommation d'énergie, donc on peut beaucoup plus s'améliorer. Et là, on arrive justement dans les tensions qu'on connaît aujourd'hui. On veut faire du développement économique, donc on veut développer notre offre de solaire, pas de solaire surtout, mais d'éolien, peut-être d'hydroélectricité, on en parle beaucoup. Et que mais que, comme je disais, on pourrait changer nos habitudes, rénover nos maisons, faire réduire la demande. C'est cette tension-là que vous vivez dans votre territoire parce que vous avez des projets pour augmenter l'offre. Et c'est cette tension-là qui va être difficile à gérer. Elle pourrait être gérée à l'intérieur d'un plan intégré des ressources s'il est bien fait. Le plan intégré des ressources met sur la table toutes les options de l'offre et de la demande et permet de se dire, faire de l'efficacité énergétique, ça coûte combien? Rajouter des éoliennes, ça coûte combien en incluant les coûts sociaux, les coûts environnementaux, les coûts économiques? Et on peut équilibrer les deux et après pouvoir discuter de manière plus ouverte de qu'est-ce qui est le mieux à faire. Est-ce que c'est mieux de rajouter des parcs éoliens, éventuellement du solaire ou de faire davantage de barrages hydroélectriques ou est-ce que c'est mieux de faire de l'efficacité énergétique? Il faut que ça soit étudié de manière intégrée. Et c'est pour ça, en fait, que beaucoup de gens ont réclamé au gouvernement, aux dernières consultations là, sur le projet de loi qui devrait être déposé cet automne sur l'encadrement du développement des énergies renouvelables au Québec, beaucoup de gens ont réclamé un plan intégré des ressources. Et donc, c'est ce que j'espère et je pense encore que le gouvernement va exiger d'Hydro-Québec ou de la Régie de l'énergie ou d'un nouvel acteur de réaliser un plan intégré des ressources. Et la clé du succès pour la transformation notre transformation énergétique, vont être, à mon avis, la gestion des prix, de l'efficacité énergétique et de l'innovation. Il va falloir réussir à faire tout ça de manière intégrée. Je vous remercie. Vous pouvez aller chercher davantage d'informations dans l'état de l'énergie au Québec, qui fait un portrait de l'état de l'énergie au Québec. Vous pouvez le télécharger ici. Si vous voulez vous plonger dans notre déséquilibre énergétique, vous pouvez lire mon livre qui parle de comment retrouver l'équilibre énergétique. Mais évidemment, si je parle de retrouver l'équilibre énergétique, c'est parce que j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, on est en déséquilibre énergétique qui est lamentable. Et je vous remercie. Et je veux quand même mentionner, parce que je pourrais avoir des apparences ou des conflits d'intérêts. Ma chaire est financée par un ensemble de compagnies, dont des développeurs éoliens, Boralex en particulier, et Volugen aussi. Donc, simplement, à titre de transparence, là, je vous mentionne qu'il y a différentes compagnies qui financent ma chaire. Sur ce, je m'arrête et ça nous laisse une vingtaine de minutes pour des questions. Merci beaucoup, Monsieur Pinault. Alors, je vais m'assurer que j'ai un petit signe comme quoi vous pouvez ouvrir vos micros ou bien essayer de le faire, les personnes qui veulent parler. Vous pouvez aussi lever la main pour que je vois l'ordre dans lequel je vais donner les tours de parole. Donc, les micros sont débloqués. Vous pouvez donc lever la main et commencer à poser vos questions. Bon, en attendant que des questions Il y en a une, il y a Rachel Fallman. Ah, oui, ok, parfait. Vas-y, Rachel. Oui, bonjour, Monsieur Pinault. Merci beaucoup pour la présentation. Là, en vous écoutant puis en lisant tout ce qui se passe dans les nouvelles, on parle énormément d'efficacité énergétique. On voit que c'est une solution qui semble très prometteuse, mais je voulais juste savoir si vous avez un avis ou comment qu'on pourrait contrer cette résistance politique à miser sur l'efficacité en premier plan parce que c'est tellement gros puis on voit qu'on peut économiser tellement d'énergie que pour moi, ça semble vraiment la piste la plus logique pour commencer. Donc, je voulais juste avoir votre avis là-dessus. Alors, c'est la plus logique, mais je ne sais pas si il y a déjà des gens parmi l'auditoire ou si vous-même, vous avez déjà planifié là, des rénovations dans votre maison. C'est pas le fun planifier des rénovations. Il y a très peu de gens qui se disent yes, je vais appeler les contracteurs, je vais faire un plan, je vais aller je vais mettre 20 000 $, 30 000 $ sur des rénovations. C'est pas une activité le fun. Et ça,
c'est ça qui bloque, à mon avis, c'est qu'on est spontanément, il n'y a pas de plaisir, il n'y a personne, il n'y a aucun gouvernement qui a le goût d'annoncer une grande corvée de rénovation du bâtiment parce que c'est des activités qu'on considère plates, là. C'est pas comme aller au cinéma ou avoir un bon souper entre amis. Et donc, c'est plate. Au prix de l'électricité actuelle, c'est rentable. Il y a beaucoup de choses qui sont très rentables, mais les économies ne justifient pas entièrement, ne justifient pas le paquet de troubles que ça peut représenter. Donc, les freins, c'est la rentabilité qui est là dans beaucoup de cas, mais n'est pas extraordinaire. C'est des projets qui sont sur longtemps. Ça prend du temps à planifier. Et que c'est plein de petits projets, de micro-projets, parce qu'évidemment, c'est chaque maison ou beaucoup de maisons qui devraient être rénovées et qu'il n'y a pas beaucoup d'économies d'échelle quand vous rénovez 10 maisons. C'est d'une manière générale, c'est plus facile de faire un gros projet de production qui est centralisé, qui a un développeur, puis lui va gérer le paquet de troubles que c'est de développer un projet, mais il va faire des gros volumes. Et donc, c'est plus facile. Et on n'a pas une culture d'efficacité énergétique en Amérique du Nord d'une manière générale. Donc, ce n'est pas facile à vendre. Mais la résistance, ce n'est pas juste les gouvernements, c'est la résistance, elle est au gouvernement, elle est chez les consommateurs, elle est un petit peu partagée. Et donc, il faut convaincre tout le monde, je crois, que ça vaut la peine de le faire. La bonne nouvelle, je peux vous dire que vendredi, je vais parler, il y a l'association, l'APCHQ, qui est l'association des constructeurs en habitation du Québec, qui m'amène pour justement parler de l'efficacité énergétique dans les bâtiments. Et donc là, pour envoyer le message à tous les contracteurs, les professionnels de la construction d'habitation, que ça vaut la peine de rénover les bâtiments. Donc, il y a une mobilisation qui commence très doucement à se faire, mais ça va demander de bousculer les gouvernements, les constructeurs et les gens qui, en général, n'aiment pas ça planifier des rénovations de leur maison. Merci pour cette réponse. Je pense par contre qu'on peut tout à fait, avec des bons programmes de subvention, aller encourager les gens à faire des rénovations. Parce que moi qui ai passé par ce cheminement-là, chez moi, je vérifiais pour mettre des panneaux solaires. On m'a dit finalement j'allais être plus écologique en faisant de l'éco-efficacité dans ma maison, en rénovant. Et puis, ben oui, c'est un paquet de troubles, mais on passe par plein de petits plaisirs aussi parce qu'on met des choses plus belles, on s'organise pour faire que notre lieu de vie est plus confortable en même temps. Et moi, ce que je trouve intéressant dans l'article de Laure Varidel qui a passé il y a récemment dans, je pense, le journal La Presse, elle amenait le fait qu'en faisant un gros chantier comme ça de transformation de nos maisons, on fait travailler des gens d'ici, on amène de l'économie locale, alors au lieu d'être en train de subventionner des compagnies étrangères ou des multinationales et que l'argent sorte du Québec finalement. Que c'est vraiment quelque chose où on va aller améliorer la richesse collective. Alors oui, je pense qu'il faut qu'on change nos pensées, mais je pense qu'il faut que le gouvernement embarque aussi là-dedans. Là. Fait que je suis bien contente qu'on discute de ça parce que je pense que c'est l'éducation qui fait que les pressions sur le gouvernement vont changer aussi, puis qu'éventuellement, on va y arriver. Je vais donner la parole à Serge Fortier. Oui, oui, bonjour à tous, bonjour à Pierre-Olivier. Moi, je travaille en environnement et puis je fais souvent à des dilemmes et puis des situations dans un système dans lequel où est-ce que comment faire, dans le fond, ma question, c'est comment faire pour arriver à concilier une réduction de la consommation en général à un système où ce qui ne demande qu'à faire de la surconsommation pour créer des profits pour les entreprises. Parce qu'on est toujours aux prises, nous autres, les citoyens qui voudraient être éco-responsables, on est aux prises avec un lobby industriel ou un lobby financier qui désire faire des profits, point final. Alors, les décisions qui sont souvent prises ou les orientations sont souvent en faveur beaucoup plus de ce lobby-là que d'un réel changement qui va affecter les citoyens. On se retrouve souvent avec plus de taxes à payer, plus de frais à tous les niveaux, même si on subventionne des rénovations, on les subventionne avec des fonds qui ont été ramassés par les citoyens, on s'entend, les impôts, etc. Alors,
Mais ça, c'est une escalade de coûts, de coûts, de coûts continuellement. Fait que même si on est éco-responsable, c'est une escalade de coûts parce qu'on n'est pas dans un système de réduction. On est dans un système où est-ce qu'on se doit de surconsommer pour que ça marche, ce fameux système-là. Je pourrais te donner un exemple. On n'a pas nécessairement beaucoup de temps, là, mais au niveau juste rapidement, au niveau de la gestion des matières organiques, on a décidé de faire affaire avec des entreprises de biométhanisation du compostage industriel qui créent des gaz à effet de serre énormes. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés voir dans les sites de compostage industriel ce que ça a de l'air, mais il y a du méthane qui se dégage de là d'une façon atroce, là. Et puis, alors qu'on n'entend pas parler de gestion à la source, qui serait logiquement et écologiquement la solution pour arriver à gérer nos matières organiques. Mais on ne donne pas d'autre solution que le compostage domestique, alors qu'il y en a plein d'autres. Fait que ça, moi, c'est ça qui me choque un peu, de voir qu'en quelque part, on se fait un petit peu manipuler là-dedans. Je ne sais pas si tu as une... Ouais. Il y a beaucoup de choses là-dedans, je comprends. Là, par exemple. Oui, je suis le premier à réclamer davantage de contraintes pour tout le monde. Là. Il faut se mettre des contraintes sur notre niveau de consommation, sur la pollution, sur les émissions de gaz à effet de serre. Au Québec, il y a une seule contrainte qui existe, c'est le plafond d'émissions sur les GES qui devrait être respecté, même s'il n'est pas entièrement contraignant aujourd'hui. Mais il faudrait accepter davantage des contraintes. Et c'est très difficile parce qu'il faudrait des contraintes sur la manière dont on occupe le territoire. Il faudrait donc l'aménagement du territoire devrait être revu. Il faudrait des contraintes sur le nombre de voitures, le parc automobile, qui est le type de véhicule qui est utilisé, jusqu'à un certain point sur la taille des maisons. On a au Québec, les gens choisissent des maisons qui sont là, quand on regarde la superficie des maisons, elle ne cesse d'augmenter et la taille des ménages ne cesse de diminuer. Donc, l'industrie a des enjeux. Et il faut gérer les enjeux de l'industrie, mais les citoyens, malheureusement, ont aussi leurs enjeux. On aime ça avoir de l'espace, on aime ça avoir des véhicules, donc c'est difficile. Et donc, l'argument que je donne, c'est qu'aujourd'hui, ça nous coûte très cher polluer. On investit beaucoup dans la pollution, mais que si on veut économiser de l'argent et s'enrichir, en fait, il faut diminuer notre pollution et ça va en fait améliorer notre qualité de vie. Et donc là, à mon avis, il y a un argument même économique à réaliser, mais c'est certain qu'il faudrait accepter davantage de contraintes que les contraintes qu'on a aujourd'hui. Ma petite réponse. Merci. Jean Falaise. Oui, bonjour, M. Pinault. Voici, ce que j'aimerais savoir, c'est pour toute nouvelle construction, vous avez parlé des constructions actuelles qu'on peut modifier ou améliorer, mais pour toute nouvelle construction, qu'elle soit commerciale, industrielle, surtout résidentielle, est-ce que ce serait possible de modifier le code du bâtiment pour uniformiser un objectif vis-à-vis la carboneutralité puis le moins de consommation d'énergie possible? Parce que je sais qu'il y a des maisons expérimentales ou des maisons même qui sont bâties en carboneutralité, c'est-à-dire qui ne consomment quasiment pas d'énergie au niveau du chauffage. Est-ce que c'est possible de le faire au niveau du code du bâtiment pour généraliser la chose? Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai mentionné dans ma diapositive là, les bâtiments passifs. Un bâtiment passif, il consomme très peu d'énergie. Il y a des pays, je pense la Belgique a mis dans son code du bâtiment, tous les nouveaux bâtiments doivent être des bâtiments passifs ou dans certains cas, certains pays choisissent des bâtiments net zéro, ça veut dire qu'ils produisent toute l'énergie qu'ils vont consommer à travers de la géothermie ou des panneaux solaires. Donc oui, c'est possible de le faire. Le code du bâtiment s'est beaucoup amélioré ces dernières années. C'est pour ça que les bâtiments plus récents consomment moins d'énergie. Mais c'est certain qu'on n'est pas arrivé au bout des améliorations, loin de là. Et il faudrait être plus agressif sur les nouveaux bâtiments. Mais il y a tellement peu de renouvellement du stock de bâtiments, parce que des bâtiments, ça peut être utilisé 100 ans, voire plus, qu'il faut impérativement faire de la rénovation si on veut arriver à des économies d'énergie. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de mains de levées. On va essayer de le passer plus rapidement avec Doucet. Je ne sais pas si c'est Céline Doucet ou... Oui, c'est moi, Céline Doucet. Alors, moi, c'était un petit peu de dire, j'ai changé mon système de chauffage. Ma maison était chauffée depuis 35 ans à l'huile et énergie, B-énergie, que c'est supposé être très favorable, mais j'ai été très surprise de l'efficacité des thermopompes. Oui. J'ai réduit de 25 % ma consommation en électricité. Alors, c'est énorme. Alors, ça veut dire qu'une maison sur 4 peut sauver une maison en consommation. C'est beaucoup. Et je voulais juste dire que c'était très intéressant. Mais je voudrais aussi vous entendre parler de l'énergie solaire. C'est
ça peut-tu se développer de façon, au lieu de l'éolienne, ça serait peut-être plus de quoi d'efficace pour nos projets énergétiques? Puis pourquoi les écoles, puis je ne sais pas si les écoles, puis toutes les municipalités, ils ont des programmes énergétiques. Est-ce que le gouvernement les incite à avoir ces programmes-là énergétiques pour que, c'est bien beau, là, la population, mais eux autres, ils consomment beaucoup. Est-ce qu'il y a des obligations? Alors oui, les thermopompes. Excuse. Non, non. Thermopompes, vous avez absolument raison, c'est une très bonne technologie. Ça ne gère malheureusement pas pour l'hiver, pour quand c'est la pointe d'électricité, quand il fait très froid, les thermopompes sont moins performantes. Donc, ça fait partie des solutions, mais ça ne sera jamais aussi bon à long terme que des enveloppes thermiques plus performantes. Mais ça fait partie des solutions absolument, les thermopompes. Le solaire, oui, ça coûte encore plus cher à installer. Et c'est pour ça que ce n'est pas déployé. Mais je pense que de plus en plus, avec les contraintes sur le réseau, le fait que le solaire peut être davantage décentralisé, Hydro-Québec va réaliser qu'il peut y avoir des avantages à avoir du solaire pour avoir de la production décentralisée et éviter des investissements en réseau. Mais un des désavantages du solaire, c'est que ça ne produit que quand il fait soleil et que donc si on ne couple pas ça à du stockage, ben là, on peut avoir des problèmes d'adéquation entre le moment où c'est produit et le moment où vous consommez. Si vous voulez cuisiner à 6 heures le soir, puis en novembre, il n'y a plus beaucoup de soleil, fait que dire aux gens que la contrainte, c'est de cuisiner quand il y a de l'électricité, quand il y a du soleil, c'est pas le genre de contrainte qu'on aime beaucoup. Alors, il y a des enjeux. Donc là, il faudrait rajouter du stockage, puis là, on rentre dans un cycle de développement technologique et d'investissement. Alors oui, le solaire va être de plus en plus important. Et d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie dit que d'ici 2050, c'est l'essentiel de la production d'énergie renouvelable va être fait à travers le solaire. Mais aujourd'hui, au Québec, en tout cas, l'éolien est plus compétitif. C'est pour ça que le gouvernement a misé un peu plus là-dessus. Mais au moins, l'éolien, avec un éolien, on perd 1 hectare de terre cultivable. Alors, le solaire, on ne perd pas de terre cultivable. Oui. Oui. C'est bon. Merci. Le bureau à Sainte-Monique. Bonjour, mais j'avais une question sur la géothermie que vous n'avez pas mentionné, mais là, vous en avez fait part. Mais comme on est une municipalité, là, vous êtes dans notre bureau municipal, le point de revoir l'aménagement du territoire, c'est primordial. Nous, dans notre municipalité, on n'a plus aucun service de proximité, sauf la poste. Ouais. Donc, pour aller prendre un café, se rencontrer, quoi que ce soit, les gens doivent faire minimum 15 kilomètres plusieurs fois par jour, parfois. Et ça amène moi, j'avais déjà demandé des subventions pour aider à la mise sur pied d'un dépanneur et tout ça. On m'a dit que ce n'était pas une mesure écologique, mais des services de proximité comme ça a un impact à long terme sur le navettage et sur tout ça de notre population rurale. Oui. Je suis absolument d'accord. L'aménagement du territoire, c'est essentiel. C'est ça, c'est la première action structurante qui devrait être faite. Mais si on a perdu des dépanneurs, si on a perdu des centres de village, c'est parce que les gens aiment aussi avoir leur grand terrain, leur maison. Et les gens, malheureusement, il y a beaucoup d'individus, de ménages qui aiment spontanément s'éloigner pour avoir leur tranquillité et qui, en fait, viennent détruire la dynamique qui fait en sorte que le dépanneur, il est rentable en lui-même. Et pour ça, il faut des contraintes sur l'aménagement du territoire pour ramener les gens dans des zones plus densément peuplées. C'était un des points que j'ai mentionné. Mais, et ça, c'est des contraintes qui sont très difficiles à faire accepter de tous parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça avoir leur maison tout seul dans la forêt. On se sent proche de la nature et on pense que c'est écologique, mais à grande échelle, malheureusement, ce n'est pas forcément écologique. Tout à fait, mais il faut travailler la réglementation, puis on va le faire parce qu'on doit se densifier. On a vécu dernièrement une vieille maison qui a été achetée puis démolie parce que la personne à côté voulait agrandir son terrain. On n'avait pas l'outil réglementaire pour empêcher ça, mais il faut se doter de ça. C'est dommage pour les gens, on les comprend, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on vient de perdre un contributeur au réseau de distribution de l'eau et tout ça. En plus, là, on vient de perdre. C'est pour ça. Donc, il faut aller là-dedans aussi. Ouais. Tout à fait. La grande maison dans la campagne, c'est vrai. C'est un beau rêve, on le fait tous, mais on peut plus aller là-dedans.
Merci, Madame Gendron. André? Bonjour. J'ai une question. J'aimerais vous entendre au sujet de l'utilisation des barrages actuellement, les barrages qu'on entend qui sont désuets, qui ont besoin d'amélioration. Qu'est-ce qui serait mieux de faire avec les barrages qui sont déjà existants pour éviter peut-être d'en construire d'autres, là? Est-ce que ça serait viable de les réparer ou pas? Oui, oui, non, mais c'est certain, là, personne à Hydro-Québec ou au Québec parle de fermer des barrages. C'est certain il y en a certains qui vieillissent, qui ont besoin d'entretien, il y aura des coûts qui vont être associés à la réfection de certains barrages. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux, puis je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas vous dire combien ça va coûter, mais c'est vrai qu'il y a des coûts associés à ça, mais ils sont construits. Dans beaucoup de cas, ils ont affecté énormément le territoire et ont créé des dommages écologiques. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus d'opposition par rapport à ces barrages-là, mais ils rendent des services incroyables. Je pense que ça serait faire honneur aux infrastructures et à notre capital hydroélectrique d'utiliser de façon plus sage et modérée notre énergie. Mais c'est certain qu'il faut les garder. Et, et si on était des consommateurs plus responsables, ben, on serait encore plus en mesure de maintenir ces infrastructures-là justifiées et d'éviter d'en construire des nouvelles. Mais ça On passe. dirait qu'ils ont des réticences à les rénover d'après ce qu'on entend dans les médias. En tout cas, on ne s'est pas dit clairement que ça va être rénové. Ils disent qu'il y a des infrastructures, mais on dirait qu'ils parlent plus d'éoliennes que de rénover ce qui est déjà existant. Il me semble que ce n'est pas logique. Ben, c'est parce que les politiciens ils ont annoncé des nouveaux projets, que ça, c'est juste de la rénovation. Encore une fois, c'est un peu plate, hein, sans vouloir descendre la rénovation, c'est essentiel, mais c'est que ça fait partie. Hydro-Québec sait très bien qu'est-ce qu'elle doit faire, elle le fait, mais et dans certains cas, ça va améliorer un peu leur productivité parce qu'il y a des nouvelles turbines qui vont rentrer, qui vont faire en sorte que le même mètre cube d'eau va pouvoir générer plus d'électricité, mais ça reste des gains marginaux. Et malheureusement, nos gouvernements sont dans une logique de croissance de la production d'électricité pour attirer davantage d'industries en les subventionnant. Mais eux-mêmes n'ont pas fait l'adéquation des prix. Là, ce que je vous ai dit, ils vendent l'électricité moins cher que ce que ça va coûter la produire. Ils n'ont pas encore bien réalisé ça. À mon avis, c'est pour ça que Mme Brochu a démissionné. C'est parce que elle se rendait compte de ça. Puis elle a dit à un moment donné, on ne peut pas comme accepter un gouvernement qui demande de vendre moins cher que ce que ça coûte. Mais donc, c'est difficile. Il est Merci. déjà l'heure de la fin de cette conférence, mais j'ai vu plusieurs mains qui étaient levées et qui ont baissé probablement à cause de ça. Il y a Lucie Sauvé qui nous dit « Il resterait à aborder l'enjeu de la privatisation des filières, dont la filière éolienne. » Marie-Léenne, il faudrait peut-être que ça commence là, justement, que la politique donne l'exemple à rénover les projets déjà existants. Bon, je sais pas si on pourra vous faire parvenir d'autres questions. Moi, j'en avais quelques-unes en banque aussi. Je veux respecter le temps que vous nous avez accordé qui finissait maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette conférence, cette présentation. Merci à vous, ça me fait plaisir et bonne chance dans vos démarches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, merci aussi pour le PowerPoint que vous m'avez dit qu'on pourrait rendre disponible à ceux qui veulent l'avoir. Donc, merci à tout le monde et bonne journée. Merci. Janine,